Bonjour, aujourd'hui je vais poursuivre avec la présentation de la série Gestion de projet et je vais parler principalement de groupes de processus. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que selon le PMI, il y a 5 groupes de processus de management, 10 domaines de connaissances et 49 processus de management. Je vais travailler d'abord sur les 5 groupes de processus de management. Un projet peut être découpé en 5 phases appelées groupes de processus. Nous avons ainsi la phase de démarrage, la phase de planification, la phase d'exécution, la phase de surveillance et contrôle et la phase de clôture. Pendant la phase de démarrage, on officialise la demande du commanditaire et on la formalise. On désigne le chef de projet et on identifie les parties prenantes. Et on obtient une autorisation formelle du donneur d'ordre ou du commanditaire afin de pouvoir lancer le projet. Pendant la phase de planification, on définit le plan de management du projet, comment cela va se passer, comment cela va se produire, comment cela sera mis en œuvre et comment cela va être surveillé et mesuré. Pendant la phase d'exécution, on met en œuvre ce plan et le processus de surveillance se met en action pour vérifier s'il n'y a pas d'écart et pouvoir rectifier, corriger donc le plan de management. Pendant la phase de clôture, on va maintenant vérifier si les objectifs sont atteints. Le groupe de démarrage comprend 2 processus. Le processus d'élaboration de la charte de projet et le processus d'identification des parties prenantes ou encore appelé parties intéressées. Le processus élaborer la charte du projet. Il convient de définir ce que c'est que la charte avant donc de présenter le processus proprement dit. La charte, c'est un document qui autorise formellement l'existence du projet et donne au chef de projet le pouvoir d'appliquer des ressources organisationnelles aux activités du projet. Elle a pour vocation de fournir une compréhension du projet, c'est-à-dire le pourquoi le projet existe et quelle en est sa justification. Donc, elle a pour vocation de définir le périmètre général du projet, d'introduire le chef de projet et son niveau d'autorité, de définir également l'autorité qui approuve le projet. En général, il est produit par l'instigateur du projet ou encore le commanditaire, mais de façon pratique, il délègue, dès que le chef de projet est désigné, c'est lui qui est chargé donc de collecter les informations et de formaliser afin de le présenter au commanditaire pour validation, approbation et autorisation. Donc la charte permet de comprendre la vision et la portée du projet. C'est dans la charte également qu'on définit les objectifs que l'on veut atteindre, que l'on poursuit derrière le projet. Concrètement, la charte comprend une description brève du projet, les buts et les objectifs, les résultats, les bénéfices, la portée, les risques, les hypothèses et les contraintes associées au projet, les produits livrables, le calendrier, les jalons et l'estimation des coûts associés au projet, la structure organisationnelle, la structure de gouvernance et les intervenants du projet. La brève description fournit les renseignements généraux
à propos du projet ayant conduit à son approbation. Les buts sont des énoncés de haut niveau, habituellement formulés comme des visées générales, qui sont généralement de nature intangible et abstraite. Les objectifs du projet sont plutôt des énoncés concrets et les critères d'évaluation qui permettent habituellement de confirmer l'atteinte d'un objectif. Les résultats opérationnels sont ceux que l'on prévoit obtenir à la fin du projet. Ils peuvent être exprimés en quelques mots qui décrivent le but général. Les bénéfices sont les avantages que le projet apporte à terme et après terme. La portée est une description de haut niveau des caractéristiques et des fonctions propres au produit, au service ou aux résultats que le projet cherche à offrir ou à atteindre. Il convient d'identifier les risques de haut niveau, ce sont les risques stratégiques, les contraintes qui sont les restrictions particulières qui limitent le projet ou qui lui imposent des conditions, en particulier celles qui sont liées à la portée, comme le délai ferme, un budget déterminé, un jalon établi, des exigences contractuelles, des considérations relatives à la vie privée ou à la sécurité, etc. Mais également, il faut ajouter les hypothèses qui sont des facteurs à considérer, qui sont vrais, réels ou certains. Les livrables sont des résultats tangibles d'une production réelle, appréhendables, mesurables, attendus dans chaque phase du projet et à la fin du projet. Le calendrier, à ce niveau, fixe en général la date de début et la date de fin probable ou attendue. Quant au jalon, il s'agit des aspects ou les événements importants du projet. Il s'agit des étapes, les points de décision ou les approbations du produit livrable. Il faut également résumer les estimations de coûts pour toutes les ressources humaines, matérielles et financières qui sont nécessaires à la production de produits livrables et à l'atteinte des objectifs fixés. La structure organisationnelle résume comment l'équipe est structurée. Quant à la structure de gouvernance et les intervenants du projet, il s'agit de résumer le processus décisionnel. Quelles sont les responsabilités et les rôles de chaque intervenant qui prend les décisions. J'aimerais pouvoir vous présenter donc quelques exemples de charte de projet, mais je le réserve pour ceux qui font une formation approfondie. Ceux qui désirent cela peuvent émettre donc une demande. Mais je vous présente quelques sites, le site de la Banque mondiale où vous pouvez visualiser quelques exemples de chartes. Je vous propose également de télécharger le modèle de charte sur le site du secrétariat général du gouvernement de Québec pour vous permettre aussi de suivre ce canevas pour élaborer votre charte de projet. Pourquoi parle-t-on de processus? Nous parlons de processus parce que pour élaborer la charte, il faut un certain nombre d'activités corrélées, coordonnées, pour pouvoir l'obtenir. Et il faut disposer d'informations préalables appelées données d'entrée, des outils et des techniques qui constituent donc les activités principales d'élaboration pour pouvoir disposer de la charte à la fin. Les données d'entrée sont en général le plan d'affaires, le plan de gestion des bénéfices, les accords, les facteurs environnementaux,
les actifs organisationnels. Maintenant, pour pouvoir l'élaborer, il faut faire appel à un expert qui donnera donc son jugement. Il faut, en plus des données d'entrée, faire une collecte de données. Comme on peut utiliser la méthode de brainstorming ou des groupes de discussion ou encore des entretiens pour obtenir des données permettant de poser les bases du projet. Il faut aussi des compétences interpersonnelles et d'équipe et organiser aussi des réunions pour pouvoir cerner les risques stratégiques, les contraintes et les hypothèses. C'est à partir de ces actions qu'on peut maintenant élaborer la charte, mais sortir également un journal d'hypothèses qui va accompagner la mise en œuvre du projet. Je propose un checklist pour vérifier si tous les éléments concernant la charte sont pris en compte dans votre élaboration de charte. Et ce Caneva, vous pouvez toujours le télécharger dans ce site. Maintenant, voyons le deuxième processus du premier groupe de processus de management, qui est identifier les parties prenantes. D'abord, qu'est-ce qu'une partie prenante? C'est un individu, un groupe d'individus ou une organisation qui peut affecter ou être affecté par une décision, une activité ou un résultat du projet. Une partie prenante peut avoir un impact positif ou négatif sur le projet. Par conséquent, il est nécessaire de les identifier, de les engager et de les impliquer dans le projet pour assurer sa réussite. Comme exemple de partie prenante, nous avons les responsables de projet, les membres de l'équipe de projet, la haute direction, les sponsors, les clients, les utilisateurs finaux, les vendeurs, les personnes affectées par les résultats du projet, les groupes concurrents, les groupes sociaux comme les syndicats, les gouvernements et les leaders politiques. Cette image tente de représenter de façon standard les groupes ou les parties prenantes qui interagissent lors d'un projet. Ici, nous avons un projet qui est en cours et nous pouvons identifier le maître d'ouvrage qui est celui qui décide de réaliser le projet et l'utilisateur final du projet pour qui le projet a été mis en œuvre. Donc, nous voyons que en amont, il y a un initiateur du projet qui confie le projet au maître d'ouvrage. L'initiateur est celui qui propose l'idée. Et le maître d'ouvrage peut ne pas avoir les compétences requises pour la mise en œuvre du projet. Il peut faire appel à un maître d'œuvre qui pilote cette mise en œuvre, qui a les compétences nécessaires. Nous avons également les acteurs institutionnels qui veillent à la légalité du projet. Si le projet n'est pas conforme à la réglementation, ce projet peut être freiné, peut être bloqué et ne pas voir sa réalisation. Donc, nous avons aussi les bailleurs de fonds qui sont aussi un acteur très important dans la mise en œuvre d'un projet parce que c'est eux qui financent le projet. Nous avons les exploitants du projet, c'est-à-dire ceux qui vont assurer donc l'existence du projet après sa mise en œuvre ou pendant sa mise en œuvre. Il s'agit de ceux-là qui assurent la gestion
ou la maintenance. Par exemple, pour un projet de tramway, ceux qui vont assurer la maintenance des rails ou la maintenance des rames font partie des exploitants. Les utilisateurs, ce sont ceux-là qui en bénéficient, qui profitent du produit ou du service du projet. Il s'agit des clients, des opérateurs ou les populations et bien d'autres encore. Sans oublier les tiers qui peuvent ne pas utiliser le projet, mais qui sont impactés ou qui peuvent impacter le projet. Il s'agit des riverains et les associations. Concernant les associations, par exemple, les écologistes sont des parties prenantes qui peuvent freiner, qui peuvent interdire, qui peuvent empêcher la réalisation d'un projet. Et les riverains sont ceux-là qui sont tout près, tout proches du projet, en contact avec le projet. Comment identifier les parties prenantes dans un projet? C'est à travers le processus. Et ce processus utilise des outils et des techniques. Mais en amont, il y a des données d'entrée qu'il faut transformer à travers les outils et les techniques pour pouvoir arriver à sortir avec le registre des parties prenantes. Dans les données d'entrée, il faut disposer de la charte. La charte, c'est le premier élément vraiment qui permet d'avoir une idée générale sur qui peut être impacté ou impacter le projet. Il faut aussi étudier le document, le business plan. Et si le plan de management est déjà élaboré, il faut également l'étudier. Pourquoi le plan de management qui est déjà dans d'autres groupes de processus et non et qui se retrouve dans le processus de démarrage? C'est parce que l'identification des parties prenantes, c'est un processus itératif. Au cours de la réalisation du projet, d'autres parties prenantes peuvent être détectées et qui n'avaient pas été prises en compte au départ. Voilà pourquoi dans ce processus, comme élément de sortie, on retrouve également les demandes de changement et les mises à jour des plans de management du projet et les mises à jour des documents du projet. Donc, toujours dans les données d'entrée, il faut étudier les documents du projet comme les journaux de changement, les journaux des points à traiter, les documentations des exigences, les accords, les facteurs environnementaux de l'organisation et les actifs organisationnels. Une fois on dispose de ces éléments, on peut maintenant demander l'avis d'un expert pour pouvoir ressortir les parties prenantes clés. On peut également utiliser la collecte, la méthode de la collecte des données à travers des questionnaires et des enquêtes, ou encore le brainstorming pour pouvoir identifier les parties prenantes. On peut également analyser les données d'entrée effectivement, pour ressortir ces parties prenantes. On peut également cartographier ces parties prenantes. Et cette cartographie, c'est un principe, c'est une méthode qui consiste donc à se référer à des projets similaires de par le passé pour pouvoir ressortir les parties prenantes. On peut également procéder par des réunions pour identifier les parties prenantes.
La présentation du processus démarrage, le premier groupe de processus, s'arrête ici. Prochainement, nous allons présenter le processus planification. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la disponibilité de cette présentation. Merci, à très bientôt.